Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois d'août, c'est les vacances, enfin pour pas mal d'entre nous, et c'est un mois assez caniculaire. Enfin, en tout cas, on s'est déjà tapé pas mal de canicules cet été. Du coup, on va y aller tranquille pour ce mois-ci. La hackeuse qui illustre cette vidéo sur la miniature, c'est donc Anissa Ekaputri, qui est donc jolie, j'imagine une hackeuse indonésienne, j'en sais rien, mais d'après le nom, ça semble être ça, puisque c'est un nom courant là-bas. Et donc elle a sur son médium plusieurs articles, plusieurs write-up sur différentes choses, notamment sur des Sherlock Hack the Box. Donc je me suis dit que ce serait un bon exercice facile pour ce mois d'août. Et puisque j'ai choisi Brutus, qui est un Sherlock very easy, qui est retired depuis un certain temps. Comme ça va être une vidéo très accessible pour les débutantes et sans trop de prise de tête en ce mois d'août. Voilà. Et donc avant d'entamer ce Sherlock, hein, donc cette investigation numérique, qui parlera donc de Brutus et pour laquelle on n'aura pas besoin du chiffrement de César. Une petite minute frime, comme chaque mois, une petite minute frime d'été, ça concerne énigmes mathématiques. J'en avais parlé déjà de ce site il y a un petit bout de temps, mais du coup c'est un site qui existe depuis longtemps. Je sais plus l'année, mais ça fait facilement 15 ans je crois, même plus que ça. Et du coup c'est pas évident de rattraper les gens qui sont inscrits depuis le début. Puisque du coup ça fait beaucoup d'années de retard à rattraper, mais bon, j'ai réussi à atteindre le top 100, donc je suis 91e sur le classement de ce site, donc voilà, c'est la petite minute frime pour ce site qui est pas vraiment orienté hacking. Il y a quelques challenges de hacking et de geek, mais c'est surtout une petite énigme par jour. Alors petite, c'est vite dit, puisque je trouve qu'elles sont très difficiles. Vu que c'est une énigme par jour, on pourrait penser qu'ils font des trucs qui produisent des énigmes qui se résolvent en 5 minutes, mais non, ils pensent que les gens ont plusieurs heures par jour pour résoudre des énigmes. Mais bon, il y en a parfois qui sont sympas, et puis ça change un peu du hacking. Voilà pour la minute frime. La minute bonus ce mois-ci, puisque pareil on va rester dans le léger ce mois-ci, puisque c'est l'été, et la minute bonus c'est American Arcadia, un jeu vidéo espagnol, si je dis pas de bêtises, qui est sorti il y a 2023, il y a 3 ans, et qui est très chouette, puisque c'est très drôle. C'est vraiment le récit est bien construit et drôle, et donc ça parle d'une hackeuse qui va aider Trevor à s'échapper d'un Truman-like show, donc d'une émission de télé-réalité où les participants ignorent qu'ils sont dans une émission de télé-réalité. Voilà pour la petite minute bonus du mois d'août, et on va pouvoir entamer cette enquête numérique, investigation numérique sur Brutus. Alors c'est quoi le pitch de cette invest? Donc il y a un serveur Confluence. Alors Confluence, c'est un logiciel de wiki utilisé comme logiciel de travail collaboratif, développé par la compagnie australienne Atlassian, je sais pas comment on prononce. Donc on le voit assez souvent chez les clients, c'est très utilisé, mais ici ça va pas être très dimensionnant que ce soit un serveur Confluence, puisque on a directement dans le scénario que le service SSH a été brute forcé. Ils nous disent carrément d'ailleurs dans le scénario que donc suite à l'attaque, les attaquants ont effectué des activités qu'on peut voir dans le fichier auth.log. Et en plus du fichier auth.log, non, ils le disent pas tout de suite, je croyais qu'ils le disaient tout de suite.
Là ils disent simplement que on va pouvoir analyser le brute force et tout ce qui a potentiellement pu être fait ensuite. Du coup, quand on récupère l'archive et qu'on la décompresse des chiffres, on se retrouve avec deux fichiers, le fameux auth.log dont il parlait, et un fichier WTMP. Donc WTMP, c'est un fichier binaire, donc si on essaie de le lire, on va pas y arriver, puisque c'est de la donnée. Binaire. Et donc c'est un fichier binaire qui enregistre tout ce qui est session pour se loguer, s'authentifier, se désauthentifier, donc événements d'authentification sur les systèmes Linux, donc très proche du auth.log qui lui par contre est format texte, on peut le lire directement. Alors, première question, analyze, je vais le mettre en bas. En analysant le fichier auth.log, quelle est l'adresse IP utilisée par les attaquants pour effectuer l'attaque par brute force? Et ben du coup, on va faire comme ça. Et je vais descendre un petit chouïa ça pour que vous voyez la question et en même temps ce que je tape. Donc du coup, là on cherche l'adresse IP attaquante. C'est fourni dans le scénario que c'est une adresse IP qui a fait du brute force. Donc on cherche du brute force. Donc brute force c'est quoi? C'est essayer plein de fois des mots de passe différents. Et à chaque fois qu'on tente, en général le mot de passe est pas bon et du coup ça nous répond que c'est fail, quoi, c'est raté. Donc si je filtre avec failed ce fichier auth.log, ce fichier de log des événements de connexion, on voit qu'il y a eu plein de tentatives ratées avec l'adresse IP en .68. Et donc c'est bien la réponse à la première question. Ensuite, deuxième tâche, on nous demande le brute force a été fait avec succès en utilisant quel compte. Donc là du coup on voit qu'il y a eu plein de tentatives ratées, mais il y a un moment il y a eu des tentatives réussites. Donc on cherche plus failed mais réussi, et réussi dans les connexions SSH c'est accept. Et quand on regarde les connexions SSH réussies dans ce fichier d'événements, on voit qu'il y en a 3 pour le root et 1 pour CyberJunkie, mais puisque c'était un brute force par l'attaquant et on sait que l'adresse IP de l'attaquant c'est celle-là, et bien on peut en déduire que l'attaquant a réussi pour la première fois à se connecter avec le compte root sur cette ligne-là. Parfait, on passe à la tâche 3. Tâche 3, Identify the UTC timestamp. Alors UTC, je rappelle, c'est Universal Time Coordinated. Donc c'est un temps universel au point Greenwich 0, donc en Angleterre. Puisqu'à l'époque c'est eux qui ont inventé ça. Et du coup c'est évidemment à prendre en compte quand on fait une investigation, surtout quand c'est international, ce qui est assez fréquent dans les investigations numériques. On peut avoir des serveurs un peu partout dans le monde, donc pour utiliser la même heure sur tous les événements qu'on va regarder, on utilise souvent le UTC. Et donc là il nous demande en format UTC, enfin en timestamp UTC, en eurodata UTC si on veut rester français, quand est-ce que l'attaquant s'est authentifié sur ce serveur. The login time will be different than the authentication time. Donc là ils nous fournissent une aide, elle est vraiment très facile cette investigation numérique puisqu'il y a beaucoup d'aides tout le long. Donc ils nous disent que ça va pas être le login time n'est pas le même que le temps que l'eurodatage d'authentification, et on peut trouver ça au niveau de l'artefact WTMP, le fameux. Du coup, WTMP, vu que c'est du binaire, on l'a vu, on va falloir le parser pour en sortir les données intéressantes. Donc il y a plein de possibilités. Ici, je vais utiliser un script Python que je vais récupérer sur Internet. Ici. Voilà, donc un parseur TMP, WTMP. Du coup, on va le télécharger. Je fais row
bim, je le mets dans le bon endroit, à savoir Brutus, bim, il est bien là, il est bien là, et donc je l'exécute pour parser mon fichier WTMP. Alors du coup on veut en UTC, hein, donc dedans je vais mettre la variable TZ pour time zone à UTC, et ensuite j'exécute le script Python. En sortie, je vais mettre la sortie dans un fichier que je peux appeler WTMP parsed, et en paramètre le fameux fichier qu'on veut parser qui nous a été fourni dans l'archive de l'investigation. Parfait, ça m'a créé un fichier WTMP parsed, et si je regarde ce fichier, j'ai effectivement des choses au format ASCII avec différentes colonnes et les données associées. Du coup, nous qu'est-ce qu'on veut? On veut le login time de l'attaquant. Donc, l'attaquant, avec la question précédente, on sait qu'il se connecte en tant que route. Donc du coup, je vais afficher uniquement les lignes en tant que route. Et ensuite, on sait que l'adresse IP de l'attaquant, c'est 65 quelque chose, .68. Donc il y a une seule authentification route avec cette adresse IP attaquante. On peut en déduire que du coup, c'est cette ligne-là qui nous intéresse. Et sur cette ligne-là, on a une colonne qui s'appelle Session, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la 10e, ça serait sec, pas très logique. En tout cas, il y a une seule colonne où il y a un timestamp, et du coup, comme on veut un timestamp, un eurodatage, eh bien, on va le mettre au format américain par contre, hein, parce que Axebox demande les formats américains, et donc ça fait 2024-03, je reviens sur la bonne ligne. Et ici 2024-03-06, 6h32, 45 en UTC. On est bon sur la tâche 3. Tâche 4, SSH Login Session, donc les sessions d'authentification SSH sont tracées et il y a un numéro de session associé. Quel est le numéro de session associé à la session de l'attaquant? Donc là, il n'y a plus qu'à revenir sur le fichier des journaux d'authentification. On fait un grep root, puisqu'on sait que l'attaquant a utilisé une session en tant que route, et on veut le numéro de session associé. Donc, en tant que route, il y a quand même pas mal de trucs. On voit par exemple ici session 34 for user root. Session 6. Donc comment on sait laquelle est la nôtre? Bah déjà nous c'est une session avec l'adresse IP de l'attaquant juste avant. Donc je vais faire un grep supplémentaire sur 65. Et du coup en faisant ce grep je fais sauter les sessions. Donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est plutôt faire un grep session. Donc là on a toutes les sessions. Et du coup on veut que du SSH, donc déjà on peut faire sauter toutes les autres. Je vais faire un grep plutôt... Comment j'aime la jouer, SSHD. Voilà, donc on a le choix entre ces 5 là, et donc je vais faire un "-b" pour before, peut-être 2 ça va suffire, pour afficher les 2 lignes avant chaque session, comme ça on voit l'adresse IP utilisée. Donc là c'est pas la nôtre, là c'est nous, donc il y a d'abord un fail et un réussi, et celle qui est réussie, ça semble être celle-ci, mais là du coup j'ai pas le numéro de session. Ah. On va ouvrir ce fichier out.log, ça va peut-être être plus simple comme ça. Et on va faire une recherche à l'ancienne en tapant session. Donc
Donc là on a 6, c'est pas nous. C'est pas très pro hein, comme solution, mais comme le fichier est très petit, ça va suffire pour cet exercice qui est très simple. Donc je vais plutôt chercher, je vous cache ça pour que vous voyez mieux, je vais chercher session, new session. On a 4, donc la 34 c'est pour notre adresse IP, donc ça a l'air de matcher. 37 aussi, et 49. Là c'est CyberJunkie, donc ça matche pas. Celle-ci ça matche pas parce que c'est pas notre IP. Donc on a le choix entre les deux, 34 et 37. Et après du coup il n'y a plus qu'à regarder l'heure. L'heure, on a dit que la session c'était 6h32, 45 en UTC. Ici on voit qu'on a du 6h31. Et là 6h32, 44. Donc c'est bien celle-ci qui nous intéresse. C'est donc la session 37. Parfait, pour la tâche 4, on passe à la tâche 5. L'attaquant a utilisé un nouvel utilisateur pour avoir une stratégie de persistance. Donc je rappelle que persistance ça veut dire quoi dans une cyberattaque? C'est que l'adversaire essaye de maintenir son accès suite à la prise de contrôle initiale. Et donc pour rester présent, une des solutions c'est de se créer un compte, comme ça on revient avec le compte qu'on a créé. Donc ici, on sait déjà que c'est CyberJunkie, parce qu'on avait fait un grep tout à l'heure, on l'a vu CyberJunkie. Mais si on veut être propre, on a juste à faire un grep user add qui correspond à ajout d'utilisateur en SSH. Et on voit que c'est effectivement un nom d'utilisateur CyberJunkie qui a été créé à 6h34-18 sur cette machine compromise. Question 6, quel est l'attaque mitre qui correspond à cette technique de persistance? Là du coup on va sur le fameux je vais enlever ça, ça va être plus clair, framework, donc en français quadriciel je crois qu'on dit, mitre. Donc on en a déjà parlé, c'est pour ça que je vais pas creuser plus que ça sur mitre, mais si vous vous interroger du coup sur quelle vidéo j'en ai parlé, Acksize. Il me semble en tout cas qu'on en a déjà parlé quelque part de mitre. Oui, on avait parlé sur la machine markup il y a 5 ans déjà. Donc sur mitre on cherche une persistance, puisque c'est marqué ici une technique de persistance. Et donc sur les techniques de persistance, cette colonne là, on a le compte manipulation, create a compte, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Dans create a compte, il y a différentes sous-techniques, local compte domain cloud, nous c'est un compte local en SSH. Donc c'est celle-ci qui nous intéresse, c'est la technique T11136.001. Nickel, on a fini la tâche 6. Tâche 7. À quel moment la première session SSH de l'attaquant a été accordée? Donc là je reviens ici, je reviens sur le hot.log, je fais un grep sur session 37, qui était donc la fameuse session qu'on a trouvée à la tâche 4. Et cette session, elle a été créée donc le 6 mars 2024 à 6h37 et 24 secondes. Ah oui, c'est la fin, pardon. End session, enfin session head according, donc c'est à la fin de la session, je me suis dit c'est bizarre, on avait déjà l'info. Donc elle a été créée à 6h32, 44 pour être précis, et elle s'est terminée à 6h37, 24, donc ils sont pas restés longtemps, ils sont restés 5 minutes. Tâche 8, l'attaquant avec son backdoor account, donc le compte CyberJunkie, il a utilisé un script
quelle est la commande la commande sudo en entier pour ce script. Donc là on sait que le compte backdoor c'est CyberJunkie, donc on peut faire un grep sur CyberJunkie. On voit déjà la réponse parce qu'il n'a pas fait tant de choses que ça. Si on veut être précis, si c'était vraiment plus verbeux et qu'il y avait plein de choses, on pourrait faire un grep sur commande pour voir toutes les commandes exécutées en tant que CyberJunkie. Là on verra qu'il y en a que deux. Il y en a une c'est l'affichage du fichier etc shadow et l'autre c'est la fameuse réponse à la tâche 8, donc la récupération d'un script sur GitHub via curl. Et on arrive déjà à la fin de cette petite investigation. Alors pour info, linper ici .sh, contrairement d'ailleurs, elle a fait une erreur sur son article Medium, Anissa, puisqu'elle a dit que c'était elle a dit que c'était linpis, donc le fameux script de recherche d'élévation de privilèges. C'est ouf. Ici. Donc ça c'est faux, hein. Elle a lu trop vite, c'est pas linpis, ici c'est linper. Et linper ça n'a rien à voir, c'est un script qui est là pour la persistance, Linux Persistence Toolkit. Donc voilà, c'est juste que l'attaquant est déjà présent et avec ce script il va améliorer sa persistance sur la cible. Voilà pour cette petite investigation numérique du mois d'août. Et on reprendra le mois prochain avec un exercice un peu plus difficile. Mais là c'est l'été, alors on y va tranquillement. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.